relativement neuve en Europe. L'idée que c'est une qualité qui est quantifiable et héréditaire, ça apparaît peut-être, vous l'avez dit, au XVIIIe siècle avec Linné, ce naturaliste suédois, et puis c'est formalisé seulement, disons, en France, en Angleterre, en Allemagne, au milieu du XIXe siècle. Auparavant, dans les relations de voyage des Européens, notamment en Asie, à partir du XIIIe siècle, Guillaume de Rubruck, Marco Polo, Nicolas Conti au XVe, évidemment les jésuites en Chine et ailleurs nourrissent tous une forme de fascination à l'égard des civilisations asiatiques. Et finalement, c'est Linné qui instaure d'abord l'idée que la race peut être appliquée à l'homme, et donc classifie non seulement les minéraux, les végétaux, les animaux, mais aussi les humains. C'est le premier à considérer que l'Homo sapiens peut être divisé en 5 catégories, l'Asiaticus, l'Africanus, l'Americanus. Alors il y a le Monstrosus aussi, qui réunit l'ensemble des catégories hors normes avec le crétin des Alpes, qui va avoir il y a un article dans le magazine L'Histoire, qui est notre partenaire de ce mois-ci, qui vient de sortir sur le crétin des Alpes, signé Antoine de Et donc Linné est très important pour la suite parce que c'est le premier, donc c'est dans un ouvrage de 1735, Systema Naturae, où il associe à chaque race des qualités spécifiques et une couleur de peau. Donc les Americanus sont rouges et sont plutôt colériques, les Africanus sont noirs et sont indolents, les Européanus sont beaucoup de qualités, vous l'imaginez, ils sont audacieux, musclés, curieux, etc. Et intelligents. Et intelligents, bien sûr. Et donc à partir de là, Linné va influencer toute une série de penseurs qui vont systématiser cette classification, développer une pensée racialiste puis raciste. C'est le cas de Gobineau, qui en 1855 publie plutôt son essai sur l'inégalité des races humaines, et qui systématise cette hiérarchie, et puis va inspirer toute une série de pseudo-sciences. Parce qu'il y a là un moment très intéressant dans ce second 19e siècle où se développent à la fois les sciences humaines telles que nous les connaissons, la psychologie, l'histoire s'institutionnalise, l'anthropologie, la géographie, l'anthropologie, etc. Et puis parallèlement des pseudosciences que nous jugeons a posteriori évidemment comme pseudosciences, parce qu'elles se fondent sur des postulats qui nous paraissent totalement baroques aujourd'hui, comme la craniologie ou la phrénologie, qui sont des sciences de l'intelligence, qui considèrent qu'il faut comparer et hiérarchiser les humains en fonction de la taille du crâne ou du volume du cerveau. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment nous inscrivons dans l'expansion coloniale, mais pas seulement, parce que ça correspond aussi plus simplement au cadre de la domination masculine. Gobineau, dont je parlais tout à l'heure, considère que la taille du cerveau des femmes, à la suite de son maître Broca, est beaucoup plus petite que celle des hommes, et donc il en infère le fait qu'elles sont moins intelligentes. Béatrice Mignol. Oui, bien c'est de l'autre, mais en même temps, il faut quand même préciser qu'elles ont une dimension utilitaire. Ces sciences coloniales, elles sont enseignées ici même, à partir des années 1880 à la Sorbonne. Il y a des chaires d'histoire coloniale, de géographie coloniale, au Collège de France également, une grande chaire d'histoire coloniale, mais d'histoire de la colonisation. Et disons que ces savoirs inspirent de nouvelles pratiques coloniales, de nouvelles politiques coloniales, notamment la politique des races, qui permet, notamment, alors cette politique des races, elle a été adoptée par tous les colonisateurs occidentaux dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle permet aux colonisateurs de s'appuyer sur un certain nombre de minorités identifiées comme des races pour contrôler la majorité. Alors, les Berbères contre les Arabes, les Tutsis contre les Hutus, les races martiales précisément en Inde à partir de la révolte des Sipars en 1857, où les Britanniques s'appuient prioritairement sur les Gourkhas, les Sikhs, les Jats, contre, par exemple, les Bengalis, qui vont être à partir de ce moment-là féminisés dans les différents discours coloniaux, alors qu'on va louer la virilité de ces minorités ethniques, entre guillemets, dans le sous-continent. Oui, progressivement, on se méfie des gens intelligents dans le cadre des colonies. Donc, par exemple, si on joue sur cet effet que ça a, donc à partir de 1857 ou 1858 en Inde, les Bengalis sont rejetés parce que, comme ils sont trop intelligents, ils sont aussi considérés comme peu fiables. Et on préfère des gens plus stupides, mais plus fiables.
ce que devient en fin de compte une espèce de stéréotype durable, parce qu'aujourd'hui, vous demandez au Bengali lambda, et la première chose qui va vous sortir, c'est que nous sommes les gens les plus intelligents en Inde. Et comment est-ce que c'est ça? Par la science coloniale. Hein? Donc, en fait, c'est quelque chose qui a eu un effet assez intéressant, même pour diviser, pour mieux régner, bien sûr, mais ça reste une idée forte et qui a pris des racines. Et comment, à Cheng, cette fascination de racialisme qui se développe à partir du milieu du XIXe siècle, et notamment en France, avec des formes de racialisme, alors là, en l'occurrence de racisme extrémiste, si je puis dire, si le racisme peut être extrémiste, c'est-à-dire de type purificateur, avec Gustave Le Bon, Bachir de la Touche, etc. Et puis à l'opposé, un racisme républicain, un racialisme républicain qui considère, et j'en viens à votre question, que eh bien, les primitifs, entre guillemets, les populations autochtones, les populations indigènes peuvent évoluer sous la tutelle bienveillante, la férule bienveillante des colonisateurs français, notamment lorsqu'ils sont républicains et qu'ils, grâce à la mission civilisatrice, peuvent apporter exactement, grâce à l'école, peuvent faire évoluer ces populations. Donc en fait, on voit bien qu'au cœur même du paradigme colonial républicain, eh bien, cette idée de race est très importante, mais il y a une lutte au sein des élites françaises entre différentes définitions de ce qu'est la race et de la capacité d'évolution et de progrès de chaque population. Sanchez Soumaragna. Je pense qu'il y a aussi quelque chose du XXe siècle, c'est-à-dire, à part la question de classer ou de hiérarchiser en termes d'intelligence, disons, de façon quantitative, il y a aussi des distinctions qualitatives qu'on fait. Par exemple, pour moi, l'idée d'une intelligence novatrice et une intelligence qui serait essentiellement imitative. Ça, c'est une distinction assez importante parce que, à partir de ça, on peut construire des schémas historiques. Comme par exemple, on peut dire, les gens en Inde ancienne étaient très intelligents, mais aussi c'était une intelligence novatrice. Puis, à partir d'un certain moment, ils cessent d'avoir cette capacité d'innover. Et ils restent intelligents, mais ça devient une espèce d'intelligence répétitive où on fait exactement la même chose X fois. Exactement la même chose qu'on dit, par exemple, sur l'islam. Donc, il y avait jusqu'au moment quand, comme on dit, la porte de l'ijtihad était ouverte, on pouvait donc innover, puis, disons, après la fin des Abbassides, tout est fini, il n'y a plus d'innovation. C'est pas comme si, du coup, les musulmans deviennent stupides, non, mais ils adoptent un autre type d'intelligence. Donc ça, pour moi, c'est intéressant parce que c'est pas un raisonnement en termes disons, de haut et de bas, mais c'est plutôt en termes de type d'intelligence. Et donc, c'est par exemple, c'est le genre de choses qu'on disait même dans les années 60 ou 70, les Japonais ne sont pas capables vraiment d'innover, mais ils peuvent copier. Ah oui, le système Toyota, c'est ça. Voilà, donc c'était exactement le même type de raisonnement. Jamais on verra de l'Asie des innovations, mais plutôt, dès qu'on leur donne quelque chose, ils peuvent courir avec. Un check sur ce point. Oui, curieusement, ce que vient de dire les Occidentaux pendant plus d'un siècle, au point qu'ils ont mis en place toute une série d'échelles de mesure jusqu'au QI. On va en parler de ça. Et que ça se retourne aujourd'hui contre les Européens, puisque précisément ces Chinois dont on disait qu'ils étaient doués pour l'imitation, eh bien, se classent aujourd'hui au top du classement du QI mondial, avec les Hongkongais, les Singapouriens, les Chinois, les Coréens, les Japonais, alors que les Européens dégringolent dans ces classements. Et que ce classement a été fait pour hausser les Européens en haut de l'échelle. Précisément, oui. Béatrice Bougnol. oui, cette capacité Une espèce d'ONU ou de SDN avant la SDN fondée en 1900 par les grandes puissances du monde qui se retrouvent en Chine pour réprimer la révolte des boxeurs. Eh bien, c'était assez simple, c'est que les archives chinoises sont interdites à toute consultation pour l'instant, et il se trouve que la seule façon de restituer le point de vue des Chinois, et en l'occurrence des élites chinoises, des notables chinois, y compris dans les villages de cette région, c'était de retrouver leurs paroles au travers des milliers de pétitions rédigées par ces notables, traduites ensuite par les services du gouvernement international provisoire, qui
s'inspirer des recommandations, des plaintes formulées par ces élites villageoises pour élaborer une politique, des politiques publiques pendant ces 2 années. Donc ça passe par cette opération de traduction, et donc nous avons retrouvé ces milliers de pétitions qui permettent alors de restituer les capacités d'innovation de ces élites chinoises qui, par exemple, poussent le gouvernement à instaurer des mesures environnementales, poussent le gouvernement étranger, militaire, des Français, des Britanniques, des Japonais, des Russes, à interdire de couper les arbres, à cesser d'assécher les marais. Donc vous avez ces premières mesures environnementales qui ne sont pas du tout le fait des civilisateurs étrangers, mais plutôt qui relèvent d'une demande locale. Sanchez sur Maniam. Et en fait, la résistance ou des capacités de détournement, il y a un schéma qui est devenu assez rapidement connu, surtout pour revenir au Bengale, et celui qui l'a étudié le plus, c'est le savant indien Partha Chatterjee. L'idée étant, là encore, c'est une autre façon de classer l'intelligence. Là, on disait que l'intelligence britannique, c'est une intelligence masculine. Et donc, nous, ce qu'on va garder pour nous, c'est l'intelligence féminine. Et on faisait cette espèce de classement pour dire l'intelligence masculine est extravertie. Il essaie de dominer la place publique. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de garder pour nous. Donc, ce n'est pas que les femmes indiennes, mais en fait, tous les Indiens vont insister beaucoup plus sur l'aspect de l'intelligence féminine, qui serait donc une intelligence émotionnelle, un autre type d'intelligence. Donc, en quelque sorte, c'est une façon de prendre les stéréotypes des autres et de détourner ces stéréotypes d'une certaine façon pour construire à partir de ça même une espèce d'idéologie nationaliste. Mais là encore, c'est une autre façon de penser l'intelligence qui ne serait pas tout simplement en termes de hiérarchie, mais en termes de façon de classer par opposition. Bien sûr, c'est toujours une espèce de pensée binaire, mais néanmoins, que ça existe et ça reste assez fort dans certains cercles en Inde. Vous expliquez dans votre histoire de la pensée chinoise, Sanchez, par exemple, que cette arrivée des Européens avec le Guinness. Oui, le Guinness. Et donc, y compris l'intelligence, mais c'est pour n'importe quoi, c'est pour faire pousser les ongles les plus grands dans le monde, la barbe la plus grande. Vous inquiétez pas, on fait les plus grandes paellas de France, mais en fait, du coup, pas seulement en Inde, mais dans le cadre de la diaspora indienne, par exemple aux États-Unis, maintenant, il y a des gens qui se sont mis vraiment à faire la conquête de tous ces schémas, donc pour maîtriser comment faire le truc de QI ou de Mensa, ou même il y a cette chose qui s'appelle le spelling bee aux États-Unis à la télévision où il faut appeler des mots et on a des enfants de 9 ans, 10 ans qui font ça, et les derniers 15 ans, c'est 12 fois c'est les Indiens qui ont gagné. C'est un peu absurde. Ce qui démontre que en fait ils ont pris ça comme un système, une espèce de jeu, et vous savez que l'Inde gagne peut-être 2 médailles ou 3 à chaque fois dans les Jeux Olympiques, pas plus. Mais pour ce genre de choses, en fait, on voit que c'est un système adaptatif. C'est pas du tout un système, disons, une donnée naturelle, c'est autre chose. Oui, si on... Les vôtres aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'historien ou sociologue ou praticien des sciences sociales, d'historiciser les questions qui se posent à nous et les objets qui nous sont proposés. En l'occurrence, l'intelligence n'a pas d'histoire. L'intelligence, nous avons du mal à la définir. Il y a une histoire de la mesure de l'intelligence, ça existe. Et en l'occurrence, notre rôle, c'est d'historiciser ces notions, tout simplement pour les dénaturaliser, parce que comme cela a été dit par Sanjay Subrahmanyam, l'intelligence aujourd'hui constitue un enjeu pour les élites du monde entier, qui assoient leur domination, disons, sociale sur le reste de la société, précisément sur ce transfert de capital culturel qui est au cœur de la reproduction sociale, et qui, comme il est incorporé, eh bien, il devient inné, il est naturalisé, et le rôle de l'historien, c'est d'expliquer que l'intelligence est tout sauf naturelle. Sanjay Subrahmanyam, lui, un chèque pour remonter. Sur le marché, donc
Peut-être la première position est peut-être plus répandue aux États-Unis qu'ici. C'est la position des gens comme Daniel Smale qui ont essayé maintenant de faire comme si l'histoire c'était une espèce de version appliquée de la neurobiologie. Donc on prend la science de la neurobiologie, on explique l'histoire avec ça. Comme si donc on a des outils de genre universel qu'on peut appliquer à n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Et ça a eu un certain succès aux États-Unis. Je ne pense pas que ça a été tellement reçu en France pour l'instant au moins. Et de l'autre côté, on a, disons, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple en histoire des sciences, et ailleurs, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte que d'intégrer l'histoire culturelle avec, disons, l'histoire matérielle. De faire en sorte qu'on ne pense pas que les catégories qu'on utilise sont des catégories données, on pense qu'ils ont une histoire, et il faut reconstituer ces histoires, etc. Donc là, c'est vraiment l'opposé de la démarche calqué sur les démarches scientifiques de sciences dures. Voilà, qui tombe comme point de départ les sciences dures, que sont les vraies sciences, et puis nous, on vient un peu comme des femmes de chambre après pour nettoyer. Avec